La CAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, qui veut accélérer la lutte contre la fraude sociale. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneux, journaliste au Point. C'est vraiment une priorité pour la CAF. Ils ont communiqué là-dessus, il y a une conférence de presse qui a été faite. C'est une priorité pour eux de lutter justement contre la fraude sociale? En tout cas, c'est une priorité qu'ils affichent. On sait que ça entraîne la fraude sociale, des polémiques récurrentes sur l'ampleur de la fraude sociale. Et donc, pour des raisons de bonne gestion d'argent public, il est normal qu'on lutte contre la fraude sociale. Et donc, la CAF a mis sur pied récemment un service de lutte contre la fraude organisée. Pas les fraudes un peu individuelles où les gens peuvent sous-estimer leurs ressources, de ne pas annoncer qu'ils habitent avec quelqu'un et donc en fait ils ont droit à plus de prestations que s'ils étaient en couple. Donc il y a des nouveaux types de fraudes qui se développent, des fraudes plus sophistiquées, et la CAF a créé un service de 30 contrôleurs au niveau national qui est chargé de mettre fin à ces fraudes plus sophistiquées qui peuvent par exemple être des emails massifs qu'on envoie à tout un tas de gens qui ont des comptes à la CAF. On essaie de récupérer leurs identifiants et leurs mots de passe en leur disant il y a quelque chose à actualiser sur votre compte. Phishing, et puis on substitue, du phishing, et on substitue le RIB de la personne par le RIB, un autre RIB, et on encaisse à la place de la personne les prestations familiales. Et en attendant, ceux qui en ont besoin ne les touchent pas, et la CAF paye à des gens qui peuvent après être difficiles à retrouver. Bon, combien de fraudes l'an dernier ont été détectées par la CAF et pour quel préjudice? Alors, il faut avoir en tête les ordres de grandeur. La CAF verse énormément de prestations comme le RSA, la prime d'activité, les allocations logement. Et donc, elle verse 95 milliards par an de prestations. Sur cette somme, il y a plusieurs autres sommes qu'on va détailler. C'est une estimation de la fraude, puisque par définition, on ne connaît pas ce qu'est la fraude, mais une estimation qui est jugée assez sérieuse. Ça fait assez longtemps que la CAF procède à une estimation tous les 2 ans. Et donc ça, la Cour des comptes leur donne un bon point là-dessus. Donc l'estimation de la fraude, c'est 2,8 milliards. Donc 3%. Voilà, c'est donc 2,8 milliards. Et sur cette somme, les fraudes qui sont effectivement détectées par les contrôles de la CAF, c'est donc l'année dernière, en 2021, 309 millions d'euros. Il faut savoir que... C'est 10%, quoi. Donc voilà, c'est à peu près 10%, un peu plus, 11% de fraude qui est détectée. Et donc l'idée, c'est d'arriver évidemment à en détecter plus, à prévenir de la fraude. Maintenant, la CAF a, pour les fraudes, organisé un système où quand un utilisateur lui signale que son RIB a été remplacé alors qu'il n'a fait aucune action ou qu'il s'est fait avoir par un email frauduleux, la CAF lui envoie une confirmation: vous avez bien modifié votre RIB. Si l'utilisateur dit non, c'est pas moi, à ce moment-là, la CAF peut détecter le RIB un peu litigieux qui a remplacé le précédent et le supprimer pour tous les autres utilisateurs, parce que souvent cette arnaque a été faite sur plusieurs comptes, et donc ça permet d'empêcher cette fraude. Et l'année dernière, par exemple, récemment, ça a permis d'économiser 700 000 euros de prestations qui auraient pu être versées à des gens qui n'existent pas. 300 millions d'euros, encore une fois, de fraude sur combien de dossiers, pour essayer de mesurer un peu la fraude moyenne? La fraude moyenne, c'est 7. Alors, j'ai plus le nombre de dossiers en tête, mais la fraude moyenne, c'est 7 000 euros par dossier environ. C'est-à-dire que quand même, c'est des fraudes. C'est au bout de plusieurs mois, on se rend compte qu'on a versé des prestations à des personnes qui ont soit sous-estimé leurs revenus, soit... La prestation la plus fraudée, en lien avec ce que vous dites là, justement. La prestation la plus fraudée, c'est le RSA, qui constitue le à peu RSA, près le revenu de solidarité active qui est versé aux personnes qui n'ont plus de droit au chômage. En fait, c'est le revenu un peu de subsistance que paye l'État quand la personne est démunie. Et donc ça, c'est une prestation qui est beaucoup fraudée. Il faut savoir que c'est beaucoup fraudé, mais qu'il y a aussi 30% des bénéficiaires du RSA... Qui ne le demandent pas. Voilà, qui ne le demandent pas. Donc il faut mettre en parallèle ce que l'État devrait verser si les gens exerçaient vraiment leurs droits et ce qui est fraudé, effectivement. Et donc, il faut évidemment lutter contre la fraude. Après le RSA, c'est quoi les autres prestations qui sont fraudées? Alors, il y a la prime d'activité aussi qui est pas mal fraudée. Je crois que c'est pour, si ma mémoire est bonne, 13% des montants. Et il y a aussi les allocations logement qui sont fraudées. Et donc, il faut s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on appelle de la fraude, parce qu'il y a des indus, des versements indus de la CAF,
qui ne sont pas considérés comme de la fraude parce que tout utilisateur, toute personne qui bénéficie des prestations de la CAF peut se tromper de bonne foi, peut avoir oublié une source de revenus, se perdre dans la complexité administrative parce que toutes ces prestations sont assises sur des bases ressources qu'on appelle des bases ressources, c'est-à-dire le revenu des bénéficiaires qui a un périmètre différent. Donc il ne faut pas se tromper. Est-ce que c'est le revenu fiscal de référence de la personne? Est-ce que c'est familialisé? Est-ce que c'est individuel? Bref, il y a des règles très compliquées. Et c'est la complexité de ces règles entraîne des problèmes de versement indu. Et là, pour le coup, sur les versements indus, on arrive à des sommes qui sont quand même assez importantes, qui peuvent être en faveur de la CAF ou en faveur des bénéficiaires. Et c'est souvent en faveur des bénéficiaires. Ça peut être, c'est au-dessus de 5 milliards d'euros, donc par rapport aux 95 milliards de prestations annuelles dont je parlais au début. Est-ce qu'on peut dire que la détection des fraudes est en constante augmentation ces dernières années? Il y a un vrai travail qui est fait, il y a des moyens qui sont mis par une brigade de 30 personnes pour traquer la fraude organisée. Alors, les organismes sociaux communiquent beaucoup sur leur lutte contre la fraude. Il y avait clairement des progrès à faire, parce que ce n'était pas forcément fait suffisamment. Depuis quelques années, à la CAF, il y a des progrès. La CAF est quand même, la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, est considérée plutôt comme une bonne élève par la Cour des comptes, parmi les organismes sociaux, l'assurance maladie, etc. Les sommes ont augmenté, les recouvrements des sommes fraudées ont augmenté. Il faut quand même voir qu'en 2020 et en 2021 ont été des années quand même très perturbées par la crise sanitaire et les confinements, et que donc la CNAF prend ce prétexte, si on peut dire, pour justifier que les sommes collectées sont quand même un petit peu en reflux. Et la Cour des comptes note qu'il y a eu la mise en place, vous savez, du versement des allocations familiales à partir des revenus que les personnes touchent au moment où ils font la demande et non plus sur les revenus de l'année N-2. C'est la contemporanéité. Voilà. Je ne sais pas le dire, donc j'essaye d'éviter de prononcer ce mot. Et donc ce système-là est assez innovant et c'est quand même assez positif de verser sur les revenus en direct. Ça veut dire que si vos revenus diminuent, vos allocations augmentent, alors que s'ils augmentent, vos allocations baissent, ce qui est quand même un peu normal, et on attend plus 2 ans avant d'ajuster. Ouais. Le problème, c'est que ça a généré pas mal d'erreurs, ça a généré donc des indus, et donc il y a des CAF qui, se dépêtrant dans ces problèmes, ont peut-être un peu minoré, selon la Cour des comptes, les indus qui étaient comptabilisés comme de la fraude. Et là, chaque CAF, qui sont des organes départementaux, il y en a 101 CAF, chaque CAF fait un petit peu sa sauce dans son coin et ne respecte pas toujours, selon la Cour des comptes, les consignes nationales de la Caisse nationale. Et donc, ça peut toujours être amélioré. Ouais. Et pourquoi il n'y aurait pas des déclarations pré-remplies, un peu comme pour l'impôt sur le revenu? Justement, effectivement... Effectivement, David, c'est un chantier énorme de modernisation de l'État. Justement, ça a été fait, cette base de données des administrations où elles s'échangent les informations entre elles, ça a été fait pour le prélèvement à la source. L'employeur déclare les revenus et puis après l'administration dispose des revenus des personnes. Et donc là, l'idée, c'est que tous les organismes sociaux, toutes les administrations, en gros, s'échangent les revenus et que ça ne soit plus sur la base de la déclaration des gens on verse les prestations, mais sur la base du renseignement qu'a déjà l'administration par d'autres moyens. Donc, du coup, ça limite, si on veut, les possibilités de sous-déclarer ces revenus pour essayer de toucher plus de prestations. Et donc, c'est un système que la CAF voudrait essayer, elle aussi, d'étendre au-delà des allocations logement. Il faut s'assurer que le système informatique fonctionne bien, puisque je vous disais qu'il y avait eu des problèmes pour les allocations logement, et donc c'est extrêmement délicat. Et donc là, la CAF apparemment expérimente dans 5 départements l'idée de vérifier si elle dispose bien des bonnes informations à la source pré-remplies par l'administration, des revenus des gens à qui elle doit verser une prestation. Et donc dans quelques mois, dans quelques années, on pourrait imaginer que tous ces revenus soient pré-remplis par l'administration et donc qu'il y ait beaucoup moins, par définition, de possibilités de frauder. Et en même temps, des gens qui ont droit aux prestations, qui ne les réclament pas et qu'on détecte automatiquement et qu'on puisse leur fournir le droit, la prestation à laquelle ils ont droit.
Et donc ça entraînerait d'un côté des nouvelles dépenses et de l'autre des économies sur la fraude. Et on verserait beaucoup plus les prestations, ce qu'on appelle à bon droit. Voilà. Et donc c'est un enjeu d'efficacité de l'administration et de la puissance publique. Marc, en préparant cet entretien, j'ai regardé un peu, j'ai tapé fraude sociale sur Internet, où il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Et c'est comme quoi ça ne serait pas 3 milliards d'euros comme dit la CAF, mais 20, 30 ou plus, qu'il y a des rapports qui sont sortis là-dessus. On en pense quoi? Alors, il faut s'entendre déjà sur le périmètre dont on parle. Le périmètre des 30, 40, voire 50 milliards de fraude, c'est sur l'ensemble de la fraude sociale. Là, on parlait que des caisses d'allocation familiale. Voilà. Donc déjà, voilà. Et par ailleurs, nous, au Point, il y a quelques mois, on avait fait une enquête sur l'ensemble de la fraude sociale, qui était un sujet extrêmement mis en avant par les candidats, notamment de droite, sur un enjeu de bonne gestion et qui disait qu'il y aurait potentiellement 50 milliards de fraude sociale. En fait, tous ces chiffres-là sont totalement faux, fondés sur des analyses qui sont elles-mêmes fausses, sur des exploitations de rapports de la Cour des comptes où on interprète une ligne, etc. Puisque la Cour des comptes fait son travail et critique le manque de diligence des organismes sociaux pour lutter contre la fraude et donc formule des recommandations, mais elle n'a absolument jamais dit et ne soutient pas l'idée qu'il y aurait des fraudes massives aux identités, des retraités fictifs dans des pays étrangers, comme on aurait pu le dire, comme on a pu le dire, pardon. Et donc, l'enjeu de la fraude est très important, il faut lutter contre, mais ça ne rapportera jamais des dizaines et des dizaines de milliards. Il n'y a pas de mesure miracle qui permettrait de rapporter des dizaines de milliards. La preuve, c'est qu'on a dit à l'assurance maladie pendant très longtemps, et ça c'est quelque chose qui circule encore beaucoup chez les gens, c'est l'idée de dire qu'il y a des cartes vitales en surnuméraire, en circulation, et donc ça entraîne énormément de fraude, et les gens tirent sur des cartes vitales. En fait, il y a beaucoup de cartes vitales oubliées dans des tiroirs qui n'ont jamais servi à rien et que l'administration, donc l'assurance maladie, s'est mis en tête, sous la pression de la Cour des comptes, de désactiver et de retrouver. Et en fait, maintenant, il n'y a plus beaucoup de cartes vitales en circulation, quasiment plus, j'ai plus les chiffres en tête. Mais en fait, ça n'a permis de rapporter que très très peu d'argent. Il n'y a pas eu du tout de ressaut de recettes miraculeux parmi... à l'assurance maladie grâce à cette action sur les cartes vitales. Alors on veut la dématérialiser, ce qui est très bien. Certains candidats parlent de la rendre biométrique. C'est beaucoup de dépenses. Il faut changer les terminaux auprès des médecins. Il y a tout un tas d'actions quand on veut lutter contre la fraude qui coûtent de l'argent et il faut mettre cet argent en rapport avec ce que ça va éventuellement rapporter. Et puis quand on lutte contre la fraude, on demande sans arrêt plus d'informations et plus de vérifications aux utilisateurs. Et pour toutes les personnes qui veulent toucher leurs prestations à bon droit et qui ont besoin de simplicité pour remplir les dossiers, tout ça, c'est des tracasseries administratives. Donc il faut faire la balance entre la fraude, la lutte contre la fraude et comment mieux lutter contre la fraude, ce que ça coûte et l'embêtement, si j'ose dire, qu'on va apporter à l'utilisateur lambda qui est de plus en plus face à un ordinateur avec une personne pas réelle et qui doit elle-même constituer son dossier et qui peut faire face à des problèmes de connexion. Il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, etc., etc. Et donc, voilà, tout ça est un équilibre difficile à trouver et il ne faut pas surestimer. Et il n'y a pas de dizaines de milliards d'euros à récupérer. Non, il n'y a pas d'argent caché qui permettrait soudainement c'est dommage, parce qu'on en aurait bien besoin faire des économies pour réduire le déficit public. Voilà. On va regarder juste 2 secondes avant de se quitter la couverture du Point de cette semaine, la tragédie française dans les taux. Le péno-mélanchoniste, évidemment, dossier spécial politique, très politique. Exactement. Cette semaine. Et on a aussi un débat sur qui a tué l'industrie dans notre pays à partir du livre de Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI, et donc qui fait un peu un diagnostic sur comment l'industrie s'est un petit peu effondrée en France ces dernières années. Et il essaie de de dire quelles sont les différentes responsabilités et de diagnostiquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est assez intéressant. À lire cette semaine dans le magazine Le Point. Merci Marc. Merci beaucoup David.